Je vais présenter donc 3 communications de l'atelier Société et Culture. Une des communications a été en fait présentée par Madame Fatima Zoraghechi. C'est la communication de Jamel Boulebbier qui, on vous l'a dit ce matin, était décédé très précocement et puis il y a peu de temps, et qui avait envoyé sa communication. Alors sa communication, que j'ai eu le plaisir de lire en entier, était d'une richesse exceptionnelle. Et outre l'aspect évidemment émotionnel et des gens qu'il connaissait de près, je crois qu'il faut souligner, ça doit être très dur, c'est une perte vraiment pour la science. Alors, cette communication, en fait, s'interrogeait sur le rôle du sport, des associations sportives qui apparaissent donc à Constantine, c'est donc avant la Première Guerre mondiale. Il s'est interrogé sur ses significations anthropologiques et politiques de la pénétration et de la diffusion des activités physiques modernes. Il a distingué dans son étude 2 périodes. Entre 1886 et 1908, ce qu'il a qualifié d'adhésion timide, quelques figures individuelles de sportifs dans les sociétés sportives donc européennes. C'est une espèce de passage initiatique, l'illusion de partager la même expérience sociale dans une pratique sportive, illusion réduite évidemment dans le temps. De 1908 à 1918 ont lieu les premières expériences d'associationnisme sportif musulman avant la conquête donc de l'identité sportive autonome dans l'entre-deux-guerres. Alors l'auteur a précisé tout de suite qu'il s'agit d'une minorité appartenant aux élites musulmanes, et aussi que c'était aussi bien les élites urbaines que les élites rurales. Cela concernait quelques pratiquants, des entraîneurs, des dirigeants, des journalistes et un public. Donc au-delà des sportifs eux-mêmes, il y avait tout un cercle de gens concernés. Alors ces sources de son étude se sont appuyées sur les archives de la wilaya de Constantine et aussi par une étude très précise de la presse dans laquelle il est allé, par une étude minutieuse, prendre toute une série d'informations. Et en particulier, celle-ci, il dit, c'est dans la première décennie du XXe siècle qu'apparaît pour la première fois une association qui porte le nom, à Constantine, le Progrès musulman. Donc on affirme dans la presse cette caractéristique association. Alors l'auteur a souligné que ces pratiques minoritaires produisent des effets en profondeur sur les consciences individuelles par les démonstrations des corps dénudés. Deuxième point, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a des signes d'adaptation donc à la donne coloniale, sont patents. Le processus d'acculturation passe par l'éducation et aussi par l'accès au monde des loisirs et des pratiques sportives. Troisième point, la pratique sportive commune exclut toute référence aux religieux et aux politiques. Mais la construction de l'autonomie dans l'identité sportive participe de fait à la construction d'une identité politique. Le spectacle sportif est ainsi producteur de sens et dépasse le cadre même de la pratique sportive. Voilà, j'ai essayé de résumer en espérant ne pas avoir trahi ses propos, enfin son texte plutôt. La deuxième communication, celle d'Omar Carlier, nous a présenté ce qu'il a appelé un chantier, un travail en cours, sur l'émergence de la culture moderne de l'image dans l'Algérie musulmane contemporaine entre 1880 et 1940. Omar Carlier déconstruit un certain nombre d'idées reçues. Dans un premier temps, il souligne la différence du rapport visuel et esthétique au monde entre le Maghreb, les empires ottomans, séphérides et moghols. L'auteur distingue 2 périodes.
Première période, entre 1830 et 1880, une culture visuelle importée et imposée. La culture de l'image a été longtemps refusée par les natifs. C'était une culture importée, même s'il existe certaines images qui circulent. Mais Omar Carlier précise qu'elles circulent très peu. En revanche, il y a un certain nombre d'apports, on peut dire, de la présence coloniale qui imposent cette culture de l'image, cette culture visuelle. Par exemple, les sculptures sur la place publique, la représentation donc humaine choquante pour les autochtones, la photographie, le timbre, le billet de banque font entrer donc créent un contact avec l'image du vivant et modifient très progressivement l'univers visuel des autochtones. Deuxième période, la période 1880-1940, qui est celle d'une culture visuelle appropriée, incorporée et inventée ou réinventée dans un milieu de notables. Alors, en partant du constat qu'à la fin du XIXe siècle, une poignée de scolaires sont acquis aux idées nouvelles du modernisme, l'école étant le lieu de transmission de savoir, mais aussi celui du rapport au monde véhiculé par les images. Peut-être cette question viendra dans un autre atelier, j'imagine. Alors, le monde des images, la question des images, donc la culture visuelle se diffuse progressivement des élites aux masses. Et dans ce processus, la Première Guerre mondiale a favorisé les échanges, la mise en contact de milieux sociaux différents qui n'étaient pas, pour ainsi dire, exposés ou exposés moins à cette culture visuelle. Omar Carlier souligne que la publicité par les affiches sur les murs, les pages illustrées dans la presse, visibles dans les kiosques, sont des vecteurs justement de diffusion de cette culture visuelle. Et pour faire référence à la première communication, c'est en 1926 que des images apparaissent dans la presse sportive. Un autre exemple qui est donné, qui est significatif, c'est l'exemple d'une photographie de Khaled qui circule en 1926 en Algérie. Khaled qui était apparu sur la scène politique de façon importante entre 1919 et 1924. Le cinéma aussi est un des vecteurs de cette consommation de masse, et l'évocation de la rose blanche a suscité moult souvenirs dans l'atelier. Alors, l'image de soi appropriée et incorporée transforme le sujet indigène en interlocuteur citoyen. Et on va prendre l'exemple. L'exemple a été pris de Messali Hadj. Et à propos d'une photo, d'abord une photo individuelle, et ensuite dans le débat est venu le fait qu'en fait, Messali avait joué sur un certain nombre de couvre-chefs, si je peux dire, et de représentations photographiques qui créaient donc, qui chacune d'entre elles diffusait une certaine image de lui. Alors, on a commencé par une photographie qui date de 1918. Je crois qu'il y en avait une avant où il était en short, ce qui déjà était tout à fait exceptionnel, les jambes dénudées. Mais en 1918, donc, il y a une photo prise à Oran, donc, chez un photographe européen, à destination de la famille. Donc, il y a un usage personnel et familial de ce cliché. Mais on a une photo de 1927, assez rare, paraît-il, d'un congrès, j'imagine, ou d'une réunion à Bruxelles, où il porte un chapeau. Un chapeau. En 1936, il a une chéchia. C'est à Paris, je crois, si je ne m'abuse. Non, à Alger. Alger, pardon. Et ensuite, après son retour de Brazzaville, il a au contraire, il a un autre look, si je peux dire, avec une longue barbe, une canne, et il se rapproche d'une tenue, on peut dire, traditionnelle. Voilà. Alors, pour terminer, Omar Carlier nous a invités à réfléchir à toute la complexité du rapport à l'image,
Rapport qui, dit-il, est tout à fait complexe et parfois différent de ce qui peut être dit dans le savoir académique. On a terminé donc sur un surprenant portrait d'un jeune adolescent, Mohamed, qui, pris à partir d'une carte postale des années 20 et par un atelier de photographe d'Alger, et qui a été récupéré 3 générations plus tard dans l'espace iranien, et donc avec un usage tout à fait différent de cette image. Alors la discussion a porté sur les circuits de diffusion de ces images, sur un approfondissement possible sur les circuits de diffusion de ces images. Enfin, dernière intervention, celle de Raoula Taleb Ibrahimi, sociolinguiste, qui nous a présenté une communication sur les Algériens et leur S souligné entre parenthèses, langue S souligné entre parenthèses, de la période coloniale à nos jours. Avec l'idée force que le plurilinguisme est le produit de l'histoire du pays. Alors on se rejoint là une préoccupation qui a déjà été donnée ce matin sur la question de la longue durée, puisqu'on a fait allusion au latin, au punique, au turc, incursion du français à partir de 1830, et évidemment, ce qui est massif, c'est l'islamisation donc et la langue arabe donc majoritaire liée avec la question de la religion, mais aussi avec l'existence de fortes minorités berbérophones, les dialectes berbères étant les plus anciens. Alors, il y a eu un seul recensement, et je crois que c'est intéressant de savoir sa date, en 1966, où une question a été posée sur les langues parlées. Et les différents spécialistes, alors visiblement ce pourcentage est discuté, mais les différents spécialistes donnent 25 à 30% de personnes parlant les langues berbères, si je n'ai pas fait d'erreur, qui sont d'ordre divers, chaoui, kabyle, mozabite, tmatchek. Quelle est la situation actuelle? Le premier point, c'est la vitalité des parlers populaires dialectaux. Alors, s'il y a une spécificité langagière à Alger, ville réceptacle de l'immigration des campagnes et des villes moyennes, il y a une variété de dialectes, que ce soit dans l'Est, l'algérois, l'oranie ou le Sud. Deuxième point, l'arabisation unanimiste est controversée. Il y a une version standard de l'arabe parlée à l'école et la radio-télévision. Troisièmement, les langues venues d'ailleurs, on pourrait dire, sont présentes dans les toponymes. Alors, les plus vieux, mais ils sont d'ici, sont berbères, mais il y a aussi des toponymes latins. Pour les Ottomans, on retrouve cette trace dans les noms propres, le français, et secondairement l'italien et l'espagnol dans l'Ouest, et qu'on trouve aussi dans le parler oranais. L'école devient un facteur de mobilité sociale à partir du début du XXe siècle, mais en 1954, il y a seulement 15% des enfants qui sont scolarisés, et l'usage du français ne se répand de fait qu'après 1962. C'est seulement en 89 que le système secondaire, du primaire au secondaire, est complètement arabisé. Le français, à la suite de cette mesure, périclite dans un certain sens, voire disparaît dans certains milieux. Mais la politique s'est inversée, en tout cas si elle s'est inversée au moins officiellement, depuis 2003 environ. Il y a un programme de réhabilitation du français, et avec même des propositions de mise à niveau intensive. Le problème posé, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure pour cette réhabilitation du français. Alors, il y a deux questions pour terminer, en tout cas ce résumé. C'est la question des pratiques et la question de la représentation. Il y a dans les pratiques un bilinguisme de fait, sinon de droit. Derrière l'unanimisme de façade et l'hantise de la division qui était souligné dans la discussion, il y a ce bilinguisme français-arabe donc depuis l'indépendance, et soulignant que l'Algérie est le plus grand pays francophone après la France.
Deuxièmement, il y a un plurilinguisme complexe. Un plurilinguisme complexe avec, dans la société, un va-et-vient entre les langues et les dialectes dans les usages populaires. Et je terminerai par une citation qui m'a beaucoup plu. « Nous, les Maghrébins, nous avons mis 14 siècles pour apprendre la langue arabe, à peu près, plus d'1 siècle pour apprendre le français, à peu près, et depuis des temps immémoriaux, nous n'avons pas su écrire le berbère. » Voilà, c'est dans Maghreb pluriel de Katibi. C'est une citation qui était donnée, bien sûr, par l'intervenante. Je vous remercie. Oui, pardon. Donc, on va peut-être passer à la seconde session thématique, religion et statut personnel. Bien, merci. Et je cède la parole donc à Fouad Soufi, qui a présidé cette session et va nous en rendre compte. Oui, je vais essayer du moins. Donc, religion et statut personnel. À l'origine, au début, 4 conférences. En fait, nous avons eu 2 absents. Chérif Farjani et Michel Renard ne sont pas venus. Donc, j'ai à présenter en fait 2. Celle de Richard Ayoun, les Juifs d'Algérie au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire, et de Karima Diresh Slimani, quand les missionnaires rencontrent l'islam berbère 1873-1930. Alors je dis tout de suite, je suis parfaitement étranger à ce type de questionnement. Ce qui n'a pas rendu facile, surtout le... Oui, j'ai accepté, parce... je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs j'ai accepté. Peut-être parce que je voulais voir mon nom, enfin bref. Alors, religion et statut personnel, à travers 2 histoires que je considère tout de même comme étant 2 dimensions de l'histoire de l'Algérie. Et quand Richard Ayoun présente la longue marche du judaïsme algérien depuis sa constitution jusqu'à sa réalité à la veille de 1962, Karima Diresh analyse une population de Kabylie convertie au christianisme dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des religions et encore moins de leur histoire sociale. J'ai eu à retenir du beau texte de Richard Ayoun, même s'il m'a paru un peu lisse, et je me suis permis de lui faire la remarque dans les débats. J'ai retenu donc une volonté d'aller chercher l'histoire du judaïsme dans les mouvements profonds de l'histoire de l'Afrique du Nord d'une manière générale. Mais c'est vrai que c'est la période coloniale qui aura été traitée de façon un peu plus précise, c'est-à-dire comment les Juifs algériens, Juifs toujours ou pas, la question a été posée dans la salle, sont devenus Juifs français, ou français juifs, je ne pose pas de... Comment, de proche en proche, mais dès avant le décret Crémieux de 1870, est apparu au sein de la communauté juive un mouvement fort de rapprochement puis d'intégration à la cité française. Et entre autres agents d'intégration, d'assimilation en tous les cas, évidemment on trouve l'école. Il reste que, et c'est souligné par Richard Ayoun, que le passé commun, la communauté de langue, la communauté de vie, de pratique n'aura pas été oubliée. Mais c'est vrai aussi que ce sont les effets de la guerre de libération nationale qui vont vite se faire ressentir, et le choix est tout aussi vite fait pour la communauté. Alors le choix, c'est peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai cru entendre en filigrane dans l'exposé de Karima Diresh Slimani, mais un choix qui va poser plutôt 2 types de problèmes. D'abord, il répond à une nouvelle configuration historique. Nous sommes au milieu du XIXe siècle, dans des conditions précises, celle de l'après-révolte d'El Mokrani,
mais en même temps, c'est porté par les effets ou par le mythe kabyle. Hein? Je crois que Karima Dervish a très bien cadré son objet, géographiquement et socialement. Alors si je dis ça, c'est parce qu'au cours des débats, on est sorti un petit peu de cet objet précisément. Et elle nous montre, c'est du moins ce que j'ai compris, comment des personnes en grande partie marginales dans la société kabyle vont être par leur conversion encore plus marginalisées. Comment le mythe kabyle va s'alimenter de la représentation du kabyle chrétien, mais va alimenter également une vision particulière de l'histoire de cette région. Alors, marginaux, marginalisés, ils sont, nous dit-elle, 4000 convertis en 1920, et la richesse des archives des Pères Blancs, et grâce à la richesse des archives des Pères Blancs, elle a pu lire les cheminements et les motivations, les cheminements sociaux. Hein, je ne sais pas si j'ai noté spirituel, mais là, à la limite, je crois que j'ai fait une petite erreur, de ces Mtourni, ce qu'on va appeler les Mtourni. Or, dans le langage des années 30, les Mtourni ne sont pas seulement ceux qui se sont convertis, mais également et d'abord ceux qui se sont naturalisés. Et donc, ils vont rejoindre dans la réprobation sociale, donc les naturalisés, alors même, hein, nous dit-elle, et ça c'est grâce à l'information qu'elle a trouvée dans les archives, alors même que leur comportement social ne va pas changer de façon radicale. Alors la lecture critique de ces archives, donc qui sont de véritables gisements de l'information anthropologique, montre aussi la vision qu'ont les Pères Blancs de l'islam en Kabylie, ou au contraire l'absence pratiquement de vision. Et il faut donc attendre 1930-1937 pour que l'on assiste à un changement doctrinal. Alors dans les débats auxquels, je le dis, c'est toujours intéressant, hein, auxquels André Nouchy a apporté, vraiment il nous a réveillés, il a apporté autant son témoignage que ce qu'il sait. Dans ces débats, j'en ai retiré, j'ai retiré la complexité de l'histoire dans notre pays. Et les questions précises et les témoignages tant sur le judaïsme algérien, donc qui ont porté sur le décret Crémieux, sur l'application de la séparation de l'Église et de l'État, ont également porté sur, curieusement d'ailleurs, un petit peu peut-être sur le devenir de ces chrétiens, ce qu'ils sont devenus. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin parce que ça allait un petit peu dans tous les sens et de faire la synthèse, ça a été plutôt délicat. Je vous remercie. Merci. Je cède la parole à Jean-Pierre Fray pour nous rendre compte de la session thématique Société, scène et acteurs. Merci. Alors je crains évidemment de trahir une partie des propos qui auront été tenus dans cet atelier. Il nous restait trois conférenciers. Et en fait, la caractéristique de ce thème, société, scène et acteurs, c'est d'avoir proposé trois entrées finalement dans la question sociale. Une par les Noirs et l'esclavage de Raïd Bader, une autre entrée par la ville, et en particulier la ville de Constantine, par Madame Anna Bozo, et une entrée par l'action syndicale et les mouvements ouvriers avec René Galissot. Je dirais que j'étais d'autant plus marri de voir qu'il nous manquait une personne qu'il y a un acteur qui a quitté la scène de la société, c'est les femmes, avec l'absence donc de Diane Sambron qui n'a pas pu faire son intervention sur le rôle des femmes. Les femmes algériennes comme enjeu politique. Donc c'est un peu dommage, d'autant que nous n'avions pas de texte à transmettre et donc nous n'avons que le petit résumé dans le fascicule. Alors l'intervention de Raïd Bader correspond à une thèse qu'il a soutenue sous la direction de Robert Hilbert et qui, je dirais, nous restitue cette sombre histoire de l'esclavage et des Noirs qui reste toujours un peu dans l'ombre portée d'une double mauvaise conscience, celle de la France coloniale d'une part et celle aussi de l'Algérie par rapport à ses populations.
Alors, il y a tout d'abord, c'est ce que j'ai relevé, des difficultés à cerner véritablement cette population d'esclaves et ses caractéristiques socio-économiques. D'abord parce que les chiffres dont on peut disposer sont très fluctuants, contestables, souvent lacunaires. Donc, dans le fond, il y a des chiffres qui ont été donnés quand même qui peuvent varier de 2000 jusqu'à 20 000 pratiquement pour des populations qui sont censées être à peu près les mêmes sur une partie du territoire. Donc ça reste, à mon avis, un enjeu que de dénombrer de façon précise ces catégories de population. Difficulté aussi à cerner ces populations par leur origine géographique, peut-être un peu moins par le rôle qui leur est dévolu. Et il n'y a guère que dans la catégorie, je dirais, de Haratin, dans le sud de l'Algérie, qu'à peu près tout le monde est d'accord. Pour le reste, la question reste toujours très controversée. L'analyse a proposé une périodisation spécifique en trois grandes phases qui correspondent, je suppose, à des chapitres de la thèse, 1830 à 1848, de 48 à 1870 et de 1870 à 1906, la date de 1906 correspondant à l'un des trois décrets qui a été adopté concernant l'esclavage. Le premier de 1831, si je ne me trompe, le deuxième 1848 et enfin celui de 1906. L'intervention a également noté que la distribution géographique de ces populations d'esclaves en Algérie était très, très inégale, évidemment, selon que l'on les observe dans le sud du pays ou sur la bande littorale, où quand même elle a été tout à fait présente. Avec peut-être une caractéristique qui est son assujettissement domestique, dont je soulignerai personnellement qu'il induit une sorte de familiarisation dont on peut se poser la question de savoir s'il ne constitue pas, sinon un obstacle épistémologique, du moins une certaine difficulté d'analyse. La deuxième intervention, celle d'Anna Bozo, a concerné la ville de Constantine de 1837 à 1954. Donc il s'agit d'une analyse proprement urbaine de la conquête coloniale et du sort réservé à cette ville par l'armée française et les autorités. La prémisse de ce type d'analyse est que, dans le fond, l'analyse urbaine est un élément extrêmement important pour mieux comprendre les ségrégations qui ont été produites, éventuellement instrumentalisées par le biais de la planification urbaine dans les villes d'Algérie pendant la période coloniale. En tout cas, il y a une interrogation qui, moi, m'intéresse évidemment directement sur les transformations sociales qui sont liées à l'organisation urbaine et à la planification. Alors, très clairement, la ville de Constantine, dans le propos d'Anna Bozo, revêt une importance stratégique tout à fait évidente. Elle n'a peut-être pas utilisé l'expression, mais bon, ça a été considéré comme une place forte. D'abord parce qu'il a fallu la prendre et ça n'a pas été très facile. Il a fallu s'y prendre au moins 2 fois avec des troupes très importantes. Et ensuite, elle a gardé ce statut privilégié, entre guillemets, de ville de garnison, de ville militaire. Sans doute à cause de sa localisation géographique, mais aussi d'une caractéristique dont on n'a pas énormément parlé, mais que je voulais souligner, qui est sa topographie particulière et qui creuse quand même, fait la différence avec la ville de Tlemcen, puisque dans la discussion, il y a eu un parallèle entre la force dans ces deux villes d'une certaine bourgeoisie urbaine. La différence entre Tlemcen et Constantine, c'est que Constantine a quand même une topographie tout à fait particulière qui explique le fait que sur le rocher, la Casbah ait pu durer. Finalement, résister d'abord, durer ensuite et présenter d'ailleurs des difficultés d'aménagement auxquelles Anna Bozo a été confrontée récemment dans l'établissement d'un plan d'aménagement quasi actuel, le plan général de la ville. Alors c'est une place forte, mais c'est aussi la grande ville d'Algérie qui a la population algérienne urbaine la plus importante, en proportion au moins, par rapport aux autres grandes villes d'Algérie. Autrement dit, Constantine présente une population dont l'urbanité a été reconnue depuis très longtemps et d'une certaine façon respectée ou en tout cas les autorités coloniales ont été obligées d'en tenir compte.
Donc c'est un haut lieu également de rencontres. Donc il a été mentionné Ben Badis, Farhat Abbas, le dénommé Tahar que je ne connais pas, mais c'est vrai que c'est un lieu qui est symboliquement important dans l'affichage d'une spécificité de la population algérienne et en particulier à travers son urbanité. Alors elle a mis l'accent également sur deux documents qui ont retenu son attention et qui me paraissent tout à fait intéressants, parce que d'une certaine façon, c'est la première fois que j'en entends parler, et deux documents qui témoignent de l'instrumentalisation de l'espace de la ville pour gérer d'une certaine façon les rapports politiques et sociaux. Alors, tout d'abord, un plan relief établi en 1839, et dont on nous dit qu'il a une surface de 27 mètres carrés, c'est quand même assez impressionnant, fabriqué par des ouvriers du Liège et donc en Liège. Qui montre que manifestement les autorités militaires françaises ont fait l'effort, ils l'avaient fait également pour la plupart des places fortes évidemment de l'Europe, mais de faire l'effort de constituer cette représentation en 3 dimensions de la ville. Donc c'est la ville évidemment, c'est la ville du Rocher, c'est la ville ancienne. Alors reste la question évidemment de savoir comment ils ont mis à profit cette maquette pour réfléchir aux opérations qu'ils allaient faire subir à cette ville. Et par ailleurs, une carte qui nous a été montrée, qui est le résultat d'une ordonnance royale obtenue par Bugeaud en 1844, et dont l'article 2 prévoit la division de la ville en divers quartiers, en particulier une ségrégation entre quartiers européens et quartiers indigènes. Alors c'est vrai que quand on regarde la carte et qu'on a en tête la ville actuelle, on se rend bien compte qu'il y a eu une distribution, notamment des équipements, et aussi d'une partie de la population de façon nuancée dans ce qui correspond à un zonage finalement qui sera repris par la suite au XXe siècle dans la planification urbaine. L'exposé de René Galissot, que je ne présente pas, mais son exposé est évidemment toujours un peu difficile à restituer, nous a fait part de ses doutes et de quelquefois ses agacements dans la façon de faire une histoire sociale. Et à propos donc des mouvements syndicaux, il en a profité pour rappeler faire quelques réflexions sur la façon de s'y prendre. Alors si j'avais à le présenter, je dirais que justement il nous a dit qu'il était chargé du volume Algérie du Métron, ce qui est effectivement un travail tout à fait considérable et qui sera très utile pour comprendre ce volet de l'histoire sociale algérienne. Il a souligné évidemment que les acteurs, puisqu'il a repris l'intitulé de l'atelier, étaient également des agents de mouvements collectifs d'une histoire sociale. Évidemment, le mot agent fait référence à Bourdieu. Et il nous a rappelé que diverses catégories de travailleurs, en fait, se sont succédées dans les organisations syndicales. Alors, premier élément, le fait de souligner qu'il y a 2 grandes écoles syndicales. La première, qu'on a tendance un petit peu à oublier, anarcho-syndicaliste, qui bien évidemment avait une façon de prendre les conflits d'une façon tout à fait originale, et ce qui dominera assez rapidement par la suite, le syndicalisme d'encadrement, qui procède donc à une sorte d'intégration négative en répondant aux exigences soit de l'État, soit du patronat, d'une représentativité avec laquelle on peut plus raisonnablement dialoguer, j'imagine. Il y a aussi des catégories successives de professions qui se sont manifestés par leur organisation syndicale. Il a souligné tout d'abord que les femmes ont occupé une place dans le procès de travail depuis très très longtemps, et les femmes algériennes en particulier. Et puis ensuite ont un petit peu disparu, en tout cas de la représentation syndicale. Il a mentionné 3 grandes phases à la limite, ou en tout cas 3 grandes modalités d'organisation, celles qui correspondent aux professions un peu oubliées et qui sont souvent les premières à s'être manifestées par cette organisation syndicale: les ouvriers de l'imprimerie, de la limonade, de l'espadrie, je suppose que ça va être la sparterie d'ailleurs, à Oran, et les tonneliers, toujours à Oran, qui étaient quand même des professions extrêmement vivaces et supposant des compétences assez diversifiées. Deuxième mouvement syndical, celui qui, dans le fond, correspond à un certain nombre de grandes professions comme en métropole, postiers, dockers, cheminots, avec vraisemblablement, mais ça c'est moi qui le dis, une représentativité de la population proprement algérienne un peu assujettis, je dirais, à des règles d'organisation syndicale de la métropole, et puis des professions à statut bien établi, dans lesquelles ne subsistent finalement que des employés de bureau,
Il n'a peut-être pas dit comme ça, mais dans le fond, c'est une sorte de bureaucratisation de l'organisation syndicale, apparemment assez manifeste. Et il mentionne que ce mouvement-là, le dernier, est particulièrement hypertrophié en Afrique du Nord, notamment par le biais du corps enseignant. Je crois qu'il propose finalement une périodisation originale qui permet d'expliquer le statut du nationalisme dans l'histoire algérienne et sa base syndicale, héritée de la période coloniale. Et donc il fait la différence entre le national-développementalisme qui caractérise la première phase de l'organisation politique de l'Algérie indépendante sur cette base de la représentation sociale syndicale, et puis dans une période plus récente, la montée en puissance, je dirais, de l'intelligentsia religieuse, qu'avec Bourdieu, puisque je renvoie un petit peu la balle, on pourrait appeler les administrateurs légitimes de biens de salut, qui deviennent relativement importants dans l'organisation politique algérienne. Si j'avais à résumer les trois interventions et conclure sur l'apport de cette session thématique, je dirais d'abord que l'espace urbain ou l'image géographique de la distribution des diverses catégories de population en présence permet ou a permis à un certain nombre d'auteurs de mettre plus facilement le doigt sur des formes de ségrégation qui ne sont pas apparentes de la même façon ou qui n'apparaissent pas de la même façon dans d'autres approches historiques. Et peut-être un objet particulier mériterait un approfondissement, c'est celui du village nègre, aussi bien comme dénomination des quartiers que comme caractéristique effective sur le plan social, car il y a on ne sait pas très bien d'où vient cette dénomination, ni ce qu'elle recouvre exactement selon les localités, puisque dans le fond, il y a à chaque fois des réalités économiques et sociales différentes pour ces quartiers. Il y a par ailleurs, je crois, à travers cette analyse qui privilégie peut-être un petit peu plus l'espace que le temps, des propositions de périodisation spécifiques. Et je crois que c'est le témoignage d'une histoire qui s'achemine aussi vers une plus grande interdisciplinarité. Et je voulais appeler de mes voeux ce qui correspondra à une histoire architecturale de la société algérienne, par exemple, parce que je pense qu'il y a une production esthétique très originale qui mériterait d'être analysée et qui nous révélerait des tas d'aspects tout à fait intéressants de l'organisation politique et sociale, de la même façon qu'une histoire de l'habitat nous acheminerait vers une meilleure compréhension des conditions de cohabitation des diverses catégories de population qui ont été en présence et qui le sont encore dans l'Algérie actuelle. Je vous remercie de votre attention. Voilà, alors je vais avoir la tâche très difficile de vous rendre compte d'un atelier qui a suscité des débats passionnés, qui a été relativement long parce qu'ils étaient tous là. Et donc on a même un petit peu débordé sur notre temps, ce qui explique le caractère à la fois très inachevé du compte-rendu que je vais vous présenter. Alors, un atelier qui était consacré à l'enseignement et aux enseignants dans l'Algérie coloniale. Et vous imaginez bien que c'est un sujet sur lequel tous les intervenants se sentaient profondément en empathie. Et que à la fois le ton des interventions, les soucis de pédagogues qui se sont exprimés sur les conséquences de l'arabisation en termes de poursuite des études en France et poursuite de thèse en France en sciences sociales, donc se sont également exprimés. Soucis de pédagogue, témoignages aussi, donc ce qui vous explique une session particulièrement riche et intéressante. Donc je ne vais en rendre compte que de façon très très imparfaite. D'autant que, ayant plutôt travaillé sur l'histoire égyptienne, je connais très mal, pour ne pas dire pas du tout, l'histoire de l'enseignement algérien. C'est un peu comme vous. Je voulais avoir mon nom sur le programme. Alors, première intervention, le professeur Abdelrahim Sekfali de l'université de Constantine.
qui a évoqué la figure des instituteurs et médersiens en Algérie coloniale à partir d'une enquête faite sur environ 8000 personnes dans le Constantinois. Et donc il l'a fait d'abord en présentant un contexte d'une part de refus généralisé de la population musulmane au début et de double refus de la population musulmane et des tenants de la colonisation et des colons de promouvoir un enseignement français, refus sur lequel nous reviendrons par la suite. Il a essayé de montrer que les instituteurs étaient dans leur ensemble un corps bien constitué, soudé, qui avait joué un rôle de premier plan dans la société, en jouant un rôle d'intermédiaire culturel, de médiateur culturel et d'animateur de la vie politique et sociale. Animateur donc de réunions, de réunions diverses et également impulseur d'un mouvement syndical naissant, plusieurs se retrouvant proches de la mouvance du Parti communiste. Ou de la SFIO. Donc des instituteurs aussi qui se sont retrouvés dans le mouvement jeune algérien, qui ont écrit dans des journaux de droite et de gauche. Et en définitive, le tableau qu'il nous a présenté, alors je m'excuse de ne pas pouvoir rentrer dans les détails, mais nous a présenté des gens qui, d'une certaine manière, retournent à leur propre compte l'idée de patrie. Et par rapport à cette question du double refus que j'évoquais en introduction à son intervention, la seconde intervention, celle de Aïssa Kadri, est revenue sur cette question du double refus, donc refus des colons qu'il a présenté plutôt comme une perversion de la morale laïque et universelle par les relations sociales, refus des populations qu'il a très largement nuancé en montrant à quel point la logique de la nécessité, tant chez les notables que chez le peuple, a contribué à faire de l'école un espace neutralisé, déconnecté, ou une sorte d'îlot sur lequel a pu se faire une entente minimale, déconnecté de l'enjeu colonial. L'intervention de Aïssa Kadri s'est présentée comme un contre-pied à ce qui est en général avancé, ce qui a été avancé pour la défense de l'article 4 de la loi du 23 février 2005, l'enseignement comme aspect positif de la colonisation française en Algérie. Il s'est inscrit en faux contre cette affirmation en expliquant que le bilan scolaire apparaît dérisoire, n'eût été l'infléchissement tardif provoqué par la pression de la lutte de libération nationale. De fait, la courbe qu'il nous a montrée nous montre que la scolarisation ne commence à s'infléchir après un bon siècle de calme plat qu'à partir des années 40-45. Alors, mais déjà 40. Et puis surtout avec un deuxième moment d'essor dans les années 50. Donc une histoire de l'enseignement qu'il se refuse à voir en termes d'adhésion progressive à un système, mais qu'il cherche plutôt à inscrire dans des rapports de communication cherchant certes à voir le contenu de l'émission et de l'offre scolaire, mais aussi la manière dont cet enseignement, ou dans ce qu'il appelle le message, l'école conçue comme message, a été capté, interprété et assimilé dans la société réceptrice. De ce point de vue-là, il a mis en avant des effets d'institutions, la mise en place donc de l'école normale,
et puis des institutions, écoles de médecine, etc. Et puis des effets de certification qui, s'inscrivant sur un système d'enseignement traditionnel, contribuent à le dévaloriser et à profondément le déprécier. Alors, il nous a présenté un panorama de l'enseignement primaire, secondaire et primaire supérieur, puis universitaire, en montrant à la fois que l'université se présentait vraiment comme la clé de voûte de cet enseignement et que c'était un enseignement très peu ouvert aux Algériens, que finalement, enfin, si un musulman algérien souhaitait poursuivre ses études, c'est plutôt en métropole qu'il était susceptible de le faire. Et je crois qu'il rejoignait la première intervention de Abdelrahim Sekfali sur cette question du retournement. Aïssa Kadri a cité a cité Jules Ferry, parlant de l'enseignement primaire en disant « Il n'est hors de question de leur enseigner… » Je restitue de mémoire, hein, donc bon. Il n'est pas question de leur enseigner ce que nous enseignons au certificat d'études aux enfants de nos écoles, le français et rien d'autre. Ce qui a donné sans doute… alors ce qui était une très forte limite, mais qui en même temps a, me semble-t-il, donné à la langue française un statut de formidable levier de subversion. Ça, c'était la première partie de notre session thématique, qui était plutôt orientée acteurs et système. La deuxième partie de notre atelier était plutôt centrée sur la question du référent. Référent donc des pédagogiques, référent historique de ce que les instituteurs pouvaient inclure comme panthéon dans leur enseignement de l'histoire. Ça a été la contribution de Benoît Falaise. Et puis, référent linguistique, et nous avons eu un exposé très remarquablement bien périodisé de Gilbert Grand-Guillaume sur la politique d'arabisation en Algérie, des ulémas à nos jours. Avant de rendre compte de ces deux interventions, quelques mots sur la discussion qui a clos la première partie de notre session. Discussion qui alors, faisait suite à une première question: où se sont créées des écoles, dans quelle périodisation pouvait-on donner à ce mouvement? Donc, il a été répondu que la création d'écoles avait été liée fortement à la progression du peuplement européen et qu'elle avait en même temps servi, notamment en Kabylie, à une politique du diviser pour mieux régner, puisque les populations à qui on apportait une offre scolaire pouvaient bénéficier d'une promotion sociale difficile à trouver par ailleurs. Deuxième question sur l'enseignement des filles, et Abdelrahim Sekfali a évoqué la figure de Sidkara Nefissa, secrétaire d'État aux affaires algériennes sous De Gaulle, ancienne institutrice, fille d'institutrice, en montrant à quel point les filles avaient été, dès le début de la colonisation, étaient apparues dès le début de la colonisation comme un enjeu de la conquête des esprits. Il citait des réflexions, des propos de militaires. Faites-en des infirmières, nous pénétrerons dans les familles indigènes. Donc, deuxième moment de notre session. Je ne sais pas si quelqu'un a l'œil sur la montre. Moins 4. D'accord. Il me reste 3 minutes. Bon. Donc, alors, intervention de Benoît Falaise sur ces figures du panthéon
historique des instituteurs. Il s'agit, à travers le journal des instituteurs d'Afrique du Nord, de mettre en place un contre-modèle dans les années donc 1947-1962, de mettre en place un contre-modèle à l'enseignement de l'histoire national métropolitain, conçu, caricaturé sous la figure de nos ancêtres les Gaulois. Alors, dans les figures qu'il voit émerger du dépouillement systématique de cette revue, trois ensembles de figures qui se succèdent dans la chronologie. Premier type de figure, les héros de la rencontre coloniale. Puis les héros de la synthèse méditerranéenne. Enfin, les héros enseignants, à travers notamment les nécrologies des instituteurs, dont Aïssa Kadri a rappelé qu'ils avaient payé un lourd tribut à la guerre, puisque la guerre d'indépendance nationale ou guerre d'Algérie s'ouvre sur l'assassinat d'un instituteur, et elle se clôt sur l'assassinat aussi de plusieurs instituteurs. Alors, je crois que ça correspond assez bien à cette idée de l'école qui finit par émerger, donc cette figure de l'héroïsation, l'auto-héroïsation des instituteurs, l'école comme sanctuaire détaché des enjeux de la colonisation, ce que toutes les premières interventions nous ont montré qu'elle n'était pas. Dernière contribution, celle de Gilbert Grand-Guillaume, en 4 moments, celui de la renaissance de l'arabe avec le mouvement des ulama dans les années 30, celui de la politique d'arabisation de Ben Bella et de Boumedienne, celui de l'accentuation de l'arabisation à l'époque de Chadli Benjedid et de la montée de l'islamisme, celui enfin de la guerre civile et d'une tentative de réforme pour trouver une espèce de juste équilibre entre l'acceptation la reconnaissance de l'arabe comme langue nationale et comme culture partagée de la population algérienne et les nécessités du bilinguisme. Donc, essaie de retrouver un moment un juste équilibre du balancier. Alors, beaucoup de questions ont été rentrées. Je crois que cette session sur l'enseignement et les enseignants a montré qu'on était dans une tension permanente entre deux logiques. La logique de la production des élites, qui est une logique sociale et politique, et puis une deuxième logique qui est celle de la production de référents culturels partagés. Alors j'ai trahi tout le monde, mais Pierre Vidal-Naquet a souligné le bon usage qu'on pouvait faire de la trahison. Je vous invite, avant de nous quitter, parce que nos collègues du SCAM étaient absolument désolés de l'incident de ce matin, je vais leur demander de bien vouloir nous envoyer les 2 minutes 30 d'intervention de Pierre Vidal-Naquet que nous aurions voulu mettre en exergue à ce colloque, et je vous remercie. Vous avez conçu avec Gilbert Meignet ce colloque un petit peu, si j'ai bien compris, comme une défense et illustration du métier d'historien. Oui. Oui, parce que le métier d'historien, ce n'est pas le métier d'archiviste, même si on travaille sur des archives. C'est pas une association mémorielle, même si la mémoire et l'histoire jouent ensemble un jeu compliqué.
Le métier d'historien, c'est établir des faits avec leur connexion et construire des ensembles. C'est ça le métier d'historien qui est inséparable de la construction d'ensemble. Et cela ne se fait pas uniquement avec des documents, cela fait aussi, ça a aussi un aspect de construction, presque d'œuvre d'art, où on n'a pas besoin de prononcer forcément des grands mots. Il faut que l'historien est un homme calme de tempérament, du moins il devrait l'être, mais en revanche il doit aller jusqu'au bout. Et ça, c'est parfois difficile. Et alors, qu'est-ce qu'il distingue d'un mémorialiste ou Le mémorialiste, il essaye de rendre présent ce qui est passé. L'historien, il essaye d'étudier le passé pour ce qu'il a été. C'est tout à fait différent.